du RAID, on l'évoquait avec Rodimana, il y a des unités d'élite qui sont déployées. Le GIGN, bien sûr, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, la BRI et le RAID. Est-ce que c'est leur travail de faire du maintien de l'ordre et des interpellations ? Ils sont avant tout policiers et gendarmes. J'aimerais vous dire ça parce que effectivement, ils sont plutôt entraînés pour des spectres de haut niveau, comme on dit dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Mais aussi, ils peuvent prêter. Ce sont des unités de service, c'est-à-dire que ils peuvent prêter leurs moyens et leur qualité humaine à des services de police et à des services de maintien de l'ordre, à condition qu'ils soient utilisés en dernier recours, en dernier ressort, dans des situations bien particulières, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Ils ont aussi des moyens blindés, je le rappelle, qui permet de faire en sorte que les CRS, les gendarmes et les autres policiers vont pouvoir cheminer à l'abri derrière, sans prendre un mortier d'artifice dont on espère qu'au 14 juillet seront plus verticaux qu'horizontaux. Espérons, voilà, que ça dans le ciel et pas dans la tête des policiers et gendarmes. Il y a le GIGN aussi, je le disais ce matin. Christian Rodriguez, le patron, le directeur général de la gendarmerie nationale, était mon invité. Écoutez ce qu'il dit à propos de la devise du GIGN. Ils sont là pour prévenir, ils sont là pour rassurer, ils sont là pour dissuader. Ensuite, ce sont des spécialistes de l'interpellation. Et être spécialiste de l'interpellation, c'est permettre d'interpeller dans des meilleures conditions de sécurité pour la personne interpellée, comme pour ceux qui interpellent. Donc je pense qu'aujourd'hui, et c'est aussi quelque chose, certains auront une autre lecture, mais quand je vois le niveau de violence que l'on a observé, et finalement, les blessés graves, il y en a eu, mais finalement très peu, quand on regarde ce qui a pu se passer dans d'autres pays étrangers ces dernières années, c'est aussi parce que les gens qui ont interpellé sont des gens qui sont équipés, formés et qui le font dans les meilleures conditions de sécurité pour les uns et pour les autres. Vous parlez Louis Dragnel, ça c'est pour vraiment impressionner ceux qui seraient tentés absolument. Alors, de mettre le bazar. Ça dissuade et moi j'ai eu des gendarmes du GIGN et des policiers du RAID au moment des émeutes qui m'ont aussi dit que ça attirait. Parce qu'il y avait aussi des jeunes qui disaient regardez ce qui se passe, le RAID est venu jusqu'à chez moi et ça les fascinait. Et d'ailleurs, regardez le nombre de vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux de jeunes qui publiaient. Regardez, il y a une antenne RAID qui était avec des policiers qui étaient sur un quad à côté d'un véhicule blindé. Ça impressionnait tout le monde. Mais globalement, ça permet de montrer quand même les muscles. Ça impressionne, ça dissuade. Ensuite, je rejoins vraiment ce que disait Jean-Michel Fauvert. Il faut vraiment veiller à ce que ce soit utilisé en dernier recours parce que des policiers du RAID ou des gendarmes du GIGN ou des policiers de la BRI ont aussi des équipements beaucoup plus lourds que ceux des CRS ou des gendarmes mobiles. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit quand même, nous on a des gilets pare-balles. Votre gilet pare-balles lourd, je crois qu'il fait 15-20 kilos. Oui, un tout petit peu plus, mais rien que le gilet pare-balles avec des casques. Je ne sais pas si vous avez vu l'épaisseur des visières. C'est monstrueux, quoi. En fait, non mais vous êtes des unités de très haut du spectre. Donc c'est pour des échanges avec à l'arme de guerre. Sauf que sur ces interventions-là, ils mettent pas d'entrée ces équipements lourds. Ils ont besoin un peu plus léger. Ils ont besoin d'être mobiles et d'être plus rapides, justement pour faire les interpellations dont parlait Rodriguez. Ils sont très bons sur l'interpellation. C'est une réalité qu'évoquait le directeur général de la gendarmerie. Florian Tardif, l'exécutif joue gros quand même sur ces deux soirées, parce que là on le disait, quelques encablures de la Coupe du Monde de rugby, les JO, ça n'a pas longtemps. Si on se rate là sur la fête nationale, ça va être compliqué. Oui, effectivement, il y a un défi sécuritaire propre à ces deux soirées, celle du 13 et du 14 juillet. On l'a vu avec un dispositif de sécurité particulièrement important, similaire à celui qui a été déployé durant les plus fortes nuits d'émeutes que l'on a connues récemment. Mais il y a aussi un tout autre défi qui, lui, peut être un peu plus politique, c'est-à-dire d'être à la hauteur de tels événements, alors même que effectivement on va devoir organiser, c'est dans quelques semaines à peine, la Coupe du Monde de rugby. C'est un événement important que ensuite, quelques mois plus tard, nous organiserons les Jeux Olympiques, autre événement extrêmement important. Et si nous ne sommes pas capables de sécuriser pendant quelques nuits, on parle de 2 nuits en l'occurrence aujourd'hui, le pays, comment allons-nous pouvoir sécuriser le pays pendant plusieurs semaines ? Puisque que ce soit la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques, on parle de semaines. C'est vrai, ça fait c'est vrai qu'il y a plusieurs enjeux autour de ce 14 juillet.
réussi en matière de tranquillité publique. D'abord, il y a la tranquillité publique et la sécurité donc des Français qui voudront festoyer. Ça, c'est quand même l'acte 1. Acte 2, c'est l'impact sur l'image du pays. On a quand même des images qui ont circulé sur la scène internationale qui sont quand même pas très réjouissantes pour notre capacité à contraindre les émeutiers, les délinquants. Stade de France, la finale de la Champions League, je vous rappelle quand même de ce qui s'était passé aussi. Ces images font du mal à notre pays. Elles font du mal à notre pays dans un double impact. Économique d'abord avec le tourisme. On est quand même un pays très visité. Et si l'idée qu'en France on n'est plus en sécurité donc circule et rentre, j'ai envie de dire, dans les esprits, notre pays sera peut-être moins visité, ce qui aura un impact pour nos commerces, pour notre économie nationale. Et puis le deuxième, c'est notre capacité à organiser les grands événements. Effectivement, il ne faut pas qu'on doute de la France dans notre capacité à organiser les grands événements. On a la Coupe du Monde de rugby, 9 sites. 9 sites en France, donc la Coupe du Monde de rugby dès le 8 septembre. Donc pendant 2 mois, ça va durer 8 semaines. Donc, et derrière, les JO, événements planétaires par excellence. Donc si le 14 juillet se passe bien, on va avoir un affichage politique disant qu'on a repris la main et qu'on maîtrise la situation. Si ça se passe mal, certains diront le contraire. Jean-Michel Fauvergue, vous voulez rajouter quelque chose là? Oui, alors quitte à avoir un argument contraire, je suis pas très inquiet moi sur la Coupe de rugby. D'abord parce que le public est tout à fait différent. Public rugby est différent, et ensuite parce qu'on a l'habitude aussi de sécuriser des grands événements. Je pense à l'Euro 2016 en particulier, au milieu d'événements qui sont particulièrement perturbants, dangereux, mortifères dans notre pays. Donc ça fait quelque temps que ça dure, et on sait, et Rudy Mana le disait, la police nationale, la gendarmerie nationale, les autres forces de sécurité que vous disiez, c'est-à-dire la police municipale et les services privés de sécurité, savent maintenant travailler ensemble et pour sécuriser l'ensemble de ces événements-là, et ont une certaine technicité dans ce domaine-là. Donc, à voir, effectivement, il faut voir ce qui se passe ces 2 prochains jours, mais sur la Coupe du Monde de rugby, on verra si j'ai tort. Non, mais ça va bien se passer. C'est le rugby, c'est surtout les gentlemen, les rugbyman. Donc, exactement. Et le public, pareil. Naïma Mfadel. Non, mais moi, je pense qu'on ne peut pas, excusez-moi de le dire comme ça, se satisfaire de devoir déployer des dispositifs aussi importants. C'était le GIGN, le RAID, l'ABRI, la CRS 8, pardon, pour qu'on puisse passer des moments de festivité. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que j'espère que qu'on passer ce moment, on va avoir vraiment un questionnement approfondi, et enfin qu'on mette vraiment les choses, encore comme je le disais tout à l'heure, à plat, sans tabou. Parce que c'est vraiment, je vous le dis comme je le ressens, parce que je vais vous dire, Laurent, j'ai très très mal vécu ce qui s'est passé. Parce que ça fait longtemps que je travaille sur ces questions-là, j'ai vu des émeutes, j'ai vu des problèmes et tout. Et là, je me suis dit, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment une guérilla urbaine. Et là, je me dis, si on ne fait rien, mais encore une fois, vraiment pour apaiser, pour qu'on soit vraiment dans une cohésion. Donc pas que sur l'aspect sécuritaire, vous nous parlez. Oui, on est d'accord. Pas que sur l'aspect sécuritaire, bien évidemment, parce qu'on a un problème de cohésion nationale, de vivre ensemble, d'appartenance commune. Cette notion de faire peuple ensemble, elle est belle en fait, parce qu'on s'agrège à un peuple de France, quelles que soient nos origines. Et ce peuple, moi je sais qu'il est majoritairement généreux pour nous accueillir. Et comment on fait peuple ensemble? Et aujourd'hui, moi, pour être honnête avec vous, je veux que l'État aujourd'hui prenne toute l'importance de son rôle pour aujourd'hui faire en sorte de donner des signes forts à ces enfants de France, qu'ils sont des enfants de France. Et que cette transmission de l'école, elle doit revenir, je rejoins tout à l'heure ce qu'a dit Karim, effectivement, l'école, les parents doivent jouer leur rôle, mais l'école doit aussi jouer son rôle. Et il faut aider les professeurs à jouer ce rôle. Il faut leur redonner leur autorité. Parce qu'eux aussi, ils sont en première ligne, et ils sont tout seuls en première ligne, je l'ai déjà dit, et je le maintiens.